Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier autour de la qualité de vie au sein des cabinets d'avocats. Je m'appelle Victoria, je suis commerciale chez Diapaz et c'est moi qui vais animer cet atelier. Alors, dans un premier temps, je vais demander à mes invités de se présenter et de nous parler un peu d'eux. Bénédicte, peut-être. D'accord. Bonjour. Alors, je suis très contente d'avoir été invitée. Toujours agréable d'être invitée déjà. Et puis surtout par Diapaz, avec laquelle on travaille depuis longtemps, qu'on connaît bien, qui est une société effectivement qu'on a comme partenaire à l'ACE. Donc c'est le moyen pour moi de commencer la présentation en disant que je suis quand même très impliquée sur le plan syndical depuis longtemps et que ça contribue probablement au développement de mon bonheur et que dans ce cadre-là, donc qui est l'association des avocats conseils d'entreprise, dans lequel j'avais créé à l'époque la section jeunes, on développe donc un partenariat qui est très fructueux avec Diapaz. Et puis par ailleurs, je suis un petit peu avocat aussi. Et puis, avec le temps qui est encore disponible, j'ai la chance là de gérer de relancer une dynamique qualité de vie à l'ordre des avocats du barreau de Paris. Et il y a d'ailleurs un des membres imminents de cette commission qui est là et qui m'est toujours agréable de voir parce que c'est vrai que les visages souriants, c'est toujours voilà une source de plaisir. Et donc voilà, je pense que on reviendra après avec les exemples voilà des expériences. Ça va? Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je suis DRH du groupe Hugo Boss. J'ai toujours travaillé dans la RH, mais dans des domaines différents. J'ai passé 10 ans dans le conseil chez Deloitte et Capgemini. Et puis, j'ai intégré des sociétés de textiles telles que Petit Bateau et Lacoste avant d'arriver chez Hugo Boss. Mon témoignage aujourd'hui sera peut-être sur deux plans. C'est comment on travaille aujourd'hui et comment les nouvelles générations travaillent et comment elles souhaitent travailler en entreprise ou en cabinet, parce que je pense que les cabinets et les entreprises vont commencer à se ressembler de plus en plus. Et quelle est en fait comment ces générations vont pouvoir aussi nous aider à nous développer et nous bousculer pour que l'on puisse finalement être plus performant, parce que l'objectif c'est toujours de rester performant, mais à l'écoute de nos collaborateurs. À moi, donc Geoffroy Canivet, bonjour. Je suis avocat associé du cabinet 186 que j'ai créé après m'être installé en 2012. J'ai prêté serment en 2009. Après un rapide parcours en cabinet d'affaires, j'avais trop le désir d'entreprendre et des amis de fac ou rencontrés dans le cadre de dossiers m'ont rejoint. On est aujourd'hui 6 associés, bientôt 7. 5 collaborateurs et on a aussi toute une équipe autour de nous de la même génération que les collaborateurs qui sont encore jeunes et puis nous on est aussi encore jeune génération trentenaire, quadragénaire. Le cabinet est basé entre Paris et Nantes et a vocation à se développer. Par ailleurs, chers collègues de la commission qualité de vie, moi je suis depuis plus de 2 ans chargé de mission au barreau de Paris pour développer le service des sports, donc il fédère toutes les initiatives sportives, les associations sportives, les événements sportifs, dont la Juris Run by ACEJA. Et c'est intéressant parce que ça correspond parfaitement aux problématiques qui seront évoquées dans ce sujet-là. Et juste pour terminer et faire la transition sur le sujet. Pourquoi j'interviens, c'est que je suis là en tant que témoin de ce qui se passe et de la manière dont nous on a voulu vraiment concilier un cabinet entrepreneur innovant sans aucune prétention en liant ça ou en le subordonnant à une priorité qui est la qualité de vie chez nous. Et si je suis là aussi, c'est parce que je suis utilisateur Diapaz et que c'est le support Diapaz dont on va parler qui nous a permis justement de nous développer de cette manière-là. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer à l'introduction et justement
Anne, est-ce que vous pouvez nous parler de ces jeunes générations et des nouveaux comportements finalement attendus au sein des structures? Alors moi, je vais rapidement vous parler des générations qu'on appelle Y et Z, qui sont des générations différentes. Les générations Z sont nées à l'époque du digital, donc elles sont rapides, efficaces, elles veulent autre chose. Donc les générations Z, elles sont aujourd'hui beaucoup plus sélectives qu'excessives. Ce sont des générations qui ont une consommation choisie, triée et non plus intensive et excessive. Ce sont des générations qui veulent plus produire, plus créer, plutôt que de partager. Par exemple, lorsqu'ils sont sur des réseaux sociaux, ils sont maintenant beaucoup plus dans la qualité que dans le nombre de followers ou de suivis. Ça, c'est important. Ils préfèrent les images au texte, donc ça va vite, c'est expressif, on fait passer plus d'émotions dans notre façon de communiquer. La génération Z préfère agir plutôt que de regarder. Ils sont aujourd'hui plus à l'écoute de notre monde. Ils sont souvent dans des associations, ils sont bénévoles, ils s'intéressent à la planète, à l'impact des actions humaines sur la planète. Ils s'intéressent aux égalités hommes-femmes, aux égalités de salaire, quelque chose qui est assez rare pour des très jeunes. Donc ce sont des personnes qui préfèrent les influenceurs aux célébrités. Donc qu'est-ce que ça va nous amener, nous, en entreprise, ce type de nouvelles générations? Eh bien, ces générations vont nous imposer un nouveau type de management. Un nouveau type de management avec une thématique clé qui est le rapport à la fidélité. Déjà, comment attirer, comment recruter une personne qui fait partie de cette génération? Comment attirer des talents et surtout comment les garder et comment les développer? Ce sont des générations qu'on appelle des générations de zappeurs. Ce sont des personnes qui vont aller en entreprise, non pas pour faire carrière, non pas pour forcément exercer un métier, mais plutôt pour vivre une expérience au sein d'une entreprise ou d'une autre. Donc l'expérience se passe, s'ils ne sont plus intéressés, ils partiront. Ils ont moins peur aujourd'hui de ne pas avoir de CDI. Ils sont plus sur des formats de CDD, des formats de freelance, des formats d'intérim, parce qu'ils veulent tester, ils veulent regarder si ça les fonctionne, ils veulent de la souplesse et de la flexibilité. Donc ce sont des générations qu'on ne capte pas comme on captait les générations précédentes. Ils ne sont plus intéressés forcément par l'engagement long terme. Ce qui est important pour eux aujourd'hui, c'est aussi la collaboration. Ils ont besoin d'être en équipe, ils ont besoin de faire partie d'un groupe, ils se revendiquent de ce groupe, ils veulent vivre une expérience, une aventure avec leurs équipes. Donc il n'y a plus une fidélité à l'entreprise, mais plutôt une fidélité au groupe et aux équipes qu'ils vont intégrer. L'esprit d'équipe passe avant. Ce qui avant était certainement le plus important, c'est le package de rémunération. Donc la qualité de vie, la façon de vivre avec son équipe, la façon dont l'entreprise ou le cabinet va le traiter et va le considérer est aujourd'hui beaucoup plus important que ce qu'il va avoir en bas de sa fiche de paye. Donc ça, c'est important à prendre en considération dans la façon dont on doit les développer et pour les retenir. Donc la cohésion d'équipe est très importante. Et aujourd'hui, quelles sont les qualités que l'on va demander à un manager? Les qualités essentielles, c'est de savoir les fédérer, de savoir travailler avec eux, mais surtout d'organiser des événements où ils puissent se retrouver à l'extérieur, mais en interne également, participer à du mentoring, participer à des événements sportifs,
comme vous le disiez tout à l'heure, c'est important pour eux parce que c'est ce qui va les retenir aussi et c'est ce qui va contribuer à ce que eux appellent leur qualité de vie au travail. Donc en fait, ils ne viennent plus pour travailler et avoir quelque chose de... Ils viennent pour être heureux au travail. Et s'ils considèrent qu'ils ne sont pas heureux au travail, ils s'en vont. Alors, comme vous le savez, il existe maintenant des manières peut-être un peu plus aisées de quitter une entreprise que de simplement démissionner. Ils vont beaucoup nous demander de rupture conventionnelle, ce qui est quand même un peu win-win, enfin surtout win pour eux, donc on les accepte pas tant que ça. Mais néanmoins, ils n'hésiteront pas à rester 1 an, 2 ans et partir se former. Et donc, qu'est-ce que nous, on peut faire aussi pour les retenir, puisqu'ils vont les recruter, les former, les intégrer et les former et les développer. C'est, vous le savez, extrêmement onéreux pour une entreprise. C'est un investissement temps et un investissement monétaire qui est extrêmement important. Les laisser partir au bout de 1 an ou 2 ans, c'est très lourd. C'est très lourd et je sais de quoi je parle puisque aujourd'hui, c'est un peu ce qui nous arrive chez Hugo Boss pour quelques top managers ou même des très très jeunes. Et les très jeunes, on a beaucoup de difficultés à les recruter et donc il faut avoir cette capacité à s'adapter à cette nouvelle génération. Ils sont tous en quête de sens, ils ont besoin de valeurs, ils ont besoin de bienveillance, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi on travaille dans ce sens-là, et ils ont besoin de travailler en équipe. Ils ont besoin d'être évalués, non plus une seule fois par an comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire l'évaluation annuelle classique et qui est pourtant très importante. Ils veulent du feedback tous les jours, à chaque projet, quand ils le veulent. Ils le demandent eux-mêmes, ils demandent à ce qu'on leur donne, ils veulent du 360 degrés, ils veulent aussi pouvoir évaluer leur manager. Donc, moi, quand j'ai démarré chez Deloitte en 96, on faisait déjà du 360. Ça ne plaisait pas beaucoup aux managers de Deloitte, donc ça s'est arrêté assez vite. Pour autant, aujourd'hui, il faut être ouvert, complètement ouvert. Donc, si on ne change pas notre mode de fonctionnement, notre mode de management, ces générations-là, soit on ne les attire pas, soit on les perd très vite. Donc, ils cherchent du sens, ils cherchent une expérience collaborative et ils cherchent à être heureux au travail. Si on arrive à combiner dans notre management et notre développement ces qualités, on pourra les développer et surtout capitaliser sur eux puisque c'est comme ça qu'ils seront performants et que nous les garderons. Merci beaucoup. Et Geoffroy, Bénédicte, comment concrètement ça se passe dans un cabinet d'avocats? Comment est-ce que vous avez mis ça en place? Quels sont vos conseils finalement pour améliorer la qualité de vie d'un collaborateur, d'un avocat de manière générale au sein d'un cabinet? Si vous me permettez, je vais peut-être juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, qui est extrêmement intéressant. On constate également au sein de notre profession. J'avais peut-être envie de donner un ou deux chiffres. Bien sûr, bien sûr. Un ou deux chiffres qui nous concernent. Alors, sachez qu'il y a une étude très intéressante qui a été faite. C'est pas parce qu'elle a été faite par la CE qu'elle l'est automatiquement et de manière aveugle. Vous pourrez l'évaluer sur pièce. Mais donc, à laquelle vous pouvez avoir accès sur le site de la CE, qui a donc été réalisée en 2017. Et puis, il y en avait une avant. Je pense que d'ailleurs, c'était avec, grâce à l'intervention de la commission qualité de vie. Il y en a une en 2015 qui avait été, fin 2015, qui avait été réalisée sur la qualité de vie au travail des avocats. Et en lien, j'ai sélectionné ce qui était en lien avec la thématique sur laquelle vous voulez qu'on intervienne aujourd'hui. Et dans les questions donc, qui étaient posées, il y en a deux là qui me paraissent intéressantes. Et il y en avait une donc, en 2015 sur les relations et le soutien. Et là, en fin 2015, donc il n'y a pas si longtemps, donc il était indiqué que si 55% des avocats interrogés affirment arriver à gérer le stress lié à l'exercice de la profession, seuls 30% estiment que leur cabinet est attentif à cette problématique. Et il était encore relevé que les relations au sein des cabinets sont majoritairement considérées comme satisfaisantes.
Donc c'est important parce que c'est le relationnel et on sait l'importance que ça a sur le sentiment de bien-être. Et puis, en revanche, que la circulation de l'information, et c'est là qu'on est vraiment en lien avec votre intervention, la circulation de l'information, si elle constitue un vrai point de progrès, est encore jugée insatisfaisante puisque 62% des avocats interrogés affirment que l'information ne circule pas de manière fluide et transparente. Et puis enfin, il y avait un dernier point sur cette première étude qui me paraissait en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est exigences et outils. Les avocats interrogés apprécient à 89% la polyvalence du métier d'avocat. Et on rejoint votre idée là, sur les préoccupations des jeunes qui ont effectivement envie, qui sont très curieux, zappeurs, vous avez utilisé l'expression, je pense qu'effectivement ils ont reçu une éducation pour. Et donc en effet, c'est vrai que la polyvalence et notre capacité nous-mêmes dans nos structures à répondre à cette attente de polyvalence paraît importante, alors qu'on est paradoxalement dans un système où on nous dit qu'il faut se spécialiser particulièrement si on veut pouvoir être pointu. Mais ce n'est que apparemment paradoxal, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et c'est en lien avec la première table ronde sur le fait que quand on travaille en réseau et qu'on doit avoir une vision globale des problématiques ou d'une entreprise, il est intéressant de pouvoir travailler avec plusieurs spécialités, donc ça permet d'être ouvert et pas seulement dans un fonctionnement en silo. Et puis, il était indiqué, la majorité des avocats interrogés estiment disposer des outils nécessaires pour mener à bien leur travail, mais la position est plus mitigée s'agissant de l'usage des nouvelles technologies, de l'accès aux informations professionnelles et de la gestion des urgences. Et 60% des avocats interrogés affirment que la charge de travail, les interruptions fréquentes, je dis parce qu'effectivement, il y a une incidence là avec éventuellement les nouvelles technologies et la gestion des nouvelles technologies. Et le manque de temps gêne l'exécution d'un travail de qualité. À cet égard, plus de 80% des avocats interrogés dénoncent la perte de temps, notamment en audience. Et puis, dans la toute dernière étude, ce qui m'avait semblé intéressant pour vous, c'est effectivement là, quand même la montée en puissance de la question de la gestion du stress comme vraiment une priorité. Et 99% des avocats interrogés ont indiqué être stressés du fait de leurs conditions d'exercice. Parmi les sondés, il y a 50% qui jugent ce stress excessif et la moitié à peu près qui estime qu'il peut être qualifié de normal, mais normal par rapport à quoi? Mais voilà, mais on voit qu'il y a un sujet lié au stress qui est quand même tout à fait important. Et donc la question qui est derrière, qui est de dire comment est-ce que éventuellement le numérique peut être à la fois cause ou remède. Et donc c'était peut-être la petite remarque que je voulais faire sur la question que vous m'aviez posée de savoir quelle était la vision positive du numérique au travail. Et je dirais que j'aurais plus envie de dire, voilà, il faut avoir une attitude qui soit pour une vision positive, et que pour avoir une vision positive, il faut à la fois être capable de transformer une vision négative. Et je pense que c'est important parce qu'il y a aussi, et on le voit dans les sondages et les questionnaires, il y a peut-être une formation qui est manifestement à développer dans la maîtrise des outils numériques, dans l'usage quotidien, mais aussi dans le fait de travailler en équipe. Et je suis ravie que Clarisse Bérébi nous rejoigne parce qu'elle est à l'ACE et je la remercie beaucoup, parce qu'elle a repris un flambeau de la section jeune il n'y a pas si longtemps, Clarisse, et avec vraiment cette impulsion du numérique. Et c'est vrai que ça, je pense qu'il y a un enjeu effectivement majeur, mais qu'on mesure partout dans le monde, qui est la question de la gestion de la fracture potentielle du numérique. Et c'est vrai que l'importance des formations, et notamment par des prestataires spécialisés est tout à fait essentiel. Et tout à fait essentiel, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui rend heureux,
c'est un des critères, je trouve ça formidable. On le retrouve, vous savez, dans les études de l'OCDE, parce que l'OCDE a développé des recherches sur le Better Life. Hein. Voilà. Et même, ils ont créé un indice, le Better Life Index, où on peut même choisir le pays dans lequel, en fonction des critères, on pourra être le plus heureux. Et parmi ces critères, ils en ont choisi 11. Et dans ces 11 critères, il y a notamment la capacité de faire des choix. Il y a l'engagement et la capacité de pouvoir décider et que la décision et que de pouvoir voter, de pouvoir s'impliquer notamment dans une collectivité. Et là aussi, il me semble qu'on rejoint des considérations dont vous nous avez fait part tout à l'heure. Et donc ça, c'est transformer peut-être donc la vision négative qu'on peut avoir du numérique, et puis ensuite surtout mettre à profit le numérique pour accroître la qualité de vie. Mais ça, on y reviendra certainement tout à l'heure, et peut-être avec Geoffroy. Enfin, vous me suggériez de dire un mot sur une expérience personnelle. C'est vrai que c'est probablement de l'expérience personnelle dont on peut parler le mieux. Ça fait un certain nombre d'années que je suis avocat. Donc j'ai vu cette transformation sur 20 ans. Et c'est vrai que c'est 20 années pendant lesquelles ça a quand même été tout à fait métamorphosé. Et j'ai souvenir, je fais toujours du contentieux aujourd'hui, j'ai commencé par un peu de conseils d'ailleurs. Tous azimuts, c'est un cabinet qui avait une vision, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais c'est comme ça on vous inclut dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, dans la première conversation préalable. Et c'est probablement dans ce cabinet que d'ailleurs j'avais eu la meilleure approche du client, et je suis certaine que ça a eu un impact considérable sur ce que j'ai développé ensuite à la CE. Il y avait cette approche du client qui est on est celui qui accueille. Et on doit répondre à tous les besoins. Et il y avait une clientèle étrangère qui était importante. C'était probablement une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais été recrutée à l'époque. Et on allait les chercher à l'aéroport. On les accompagnait dans toutes leurs démarches administratives pour qu'ils puissent commencer à se développer en France. On créait la structure sociale, on cherchait les locaux, on engageait les salariés, on faisait les contrats de travail, voilà, et c'était jusqu'au divorce éventuel, qui en plus était interculturel. Et donc on partait les chercher où il fallait, accompagné d'un traducteur. Enfin, donc c'était vraiment la vision vraiment d'un service global. On travaillait avec les experts comptables quotidiennement, enfin, et donc il n'y avait pas on n'était pas sous le même toit, hein, mais on travaillait en collaboration intense en permanence et avec les interprètes, et on voit bien qu'effectivement il y avait cette vision-là. Et puis enfin, quand on allait aux audiences, on allait à toutes les audiences. Alors que il y a quelque temps, au moment où mes enfants, et donc je vais lire rapidement, mais c'est pour montrer le passage du numérique et à quel point le numérique, pour lequel je ne suis pas une fan dans tous les détails, et ni la plus agile, surtout, mais ça a changé ma vie. Non seulement parce qu'effectivement, au niveau des audiences, RPVA, auquel Clarisse Beribi d'ailleurs a contribué au développement au niveau de la profession, RPVA, ça a quand même été extraordinaire, donc cette possibilité de travailler à distance avec les tribunaux. Et il m'est arrivé par extraordinaire, il n'y a pas si longtemps, d'aller à une audience parce que j'avais une petite inquiétude, j'étais pas sûre que c'était passé, et j'ai été regardée comme l'extraterrestre en disant mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Et c'est vrai que c'est formidable parce que du coup, grâce au cloud, et je pense que vous l'aviez rappelé là parmi les outils, c'est la décision que j'ai prise quand mes enfants étaient adolescents. Quand ils étaient à l'adolescence, ils avaient 12 et 15 ans, puisqu'on parle de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, donc je parle un tout petit peu de ma vie privée, mais très rapidement, rassurez-vous. Donc 12-15 ans, on se dit, voilà, bon, ce serait bien si je pouvais être plus là. Et on ne sait pas si ça va garantir quoi que ce soit, mais bon, moi j'ai envie d'être là, et puis c'est comme ça que j'ai envie de faire. Et puis ça tombait à un moment où il n'y avait plus nécessairement j'avais fait le choix d'une structure d'exercice professionnel qui permettait de partager, de mutualiser beaucoup de moyens très intéressants, et notamment les bases de données, etc. Mais surtout où j'étais plus en charge d'aucune gestion de rien de ce qui était administratif. Et donc du coup, j'avais cette possibilité effectivement de pouvoir travailler où je voulais.
Bon. Et à distance. Et donc, il a fallu que je recherche des outils. Et grâce effectivement au cloud, j'ai dû changer de prestataire informatique. Donc, c'est pas toujours très confortable parce que les transferts de données, voilà. Mais donc, le cloud a permis effectivement de travailler complètement à distance. Où que je sois, quand j'ai pu être en vacances scolaires avec mes enfants, c'est un choix. Hein. J'ai pu être en vacances scolaires avec mes enfants, mais tout en ayant un espace travail. Donc je choisissais les endroits de vacances pour pouvoir travailler, voilà. Et ça a été quand même ça tout à fait une révolution. La seule chose, en effet, c'est pas un bémol, je dis que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Maintenant que tout ça est mis en place, je dirais que la préoccupation, c'est précisément de pouvoir motiver, fidéliser des collaborateurs qui travaillent en réseau avec moi, forcément. Et donc voilà, quels sont les bons, voilà, quelle est la bonne mesure, les bons moyens pour faire en sorte qu'effectivement ce soit collaboratif, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils sont considérés, qu'on puisse être toujours en mode projet et qu'effectivement on se dise que c'est pas qu'il n'y ait pas de monotonie. En fait, ça revient à ce que vous dites, ça revient presque à faire du management parce que vous avez des collaborateurs qui travaillent en réseau et ça c'est important pour eux parce que du moment que pour vous et que pour le client c'est transparent, c'est important, c'est certainement important pour tout le monde. Il y a beaucoup d'avantages à travailler en réseau et en télétravail, si c'est ça dont vous parlez. Maintenant, il faut toujours qu'on continue à faire du management puisque vos collaborateurs, il faut quand même les fédérer, il faut les associer à la vie du cabinet, il faut leur donner une vision globale des projets. C'est ça aussi qui donne du sens à ce qu'ils font. Comment vous comptez aussi faire évoluer votre cabinet. Il faut les associer même à la stratégie de développement du cabinet et aux autres projets, de manière à pouvoir les inclure et ça leur donne de la considération. Je parle pas uniquement maintenant des jeunes générations, mais que ce soit les avocats ou les salariés, tout le monde a besoin de reconnaissance, tout le monde a besoin de sens, tout le monde a besoin d'être intégré dans une vie sociale, collaborative et à des projets. Et je pense en effet qu'il est tout à fait nécessaire de pouvoir les associer et même de temps en temps les réunir en équipe pour pouvoir partager certains sujets. Merci beaucoup. Justement, Geoffroy, je voulais t'interroger sur le travail à distance. Ah oui. Le télétravail. Si tu veux ajouter quelque chose peut-être avant. Je vais juste ajouter quelque chose qui était un peu la synthèse shotgun sur vos notes. J'ai déjà appris plein de choses et puis je voulais faire le malin en croisant les jambes, que je croise toujours, en disant je prendrai pas de notes, mais finalement j'en ai pris plein. C'est extrêmement intéressant et je vous rejoins complètement dans l'attente. Encore une fois, c'est plus un témoignage que j'apporte avec la petite expérience qu'on a au sein du cabinet. Et effectivement, il y a une question et une réponse bien précise. On s'est pas trop arrêté dessus quand on parle de jeunes collaborateurs. Quand je parle de jeunes collaborateurs, j'entends aussi bien l'avocat qui apprend que le reste de l'équipe. Ça comprend, on appelle ça traditionnellement le personnel, le staff, mais dans l'équipe, nous, on a une support légal qui est une apprentie assistante juridique, on a un support office qui gère et qu'on forme là-dessus. Elles débutent dans leur métier. Pareil pour la compta, pareil pour tout ce qu'on développe dans les services. Enfin, je suis intervenu dans une question à la table ronde précédente. Je pourrais revenir dessus, mais alors, quelle est la question? C'est l'attente. Quelle est l'attente du jeune en question, de ces fameuses générations qui arrivent? Et ce que je retiens, en dépit de tout, enfin en plus de tout, c'est-à-dire l'implication, etc., c'est d'être formé. D'être formé, c'est souvent ces mots-clés qui résonnent. Alors je ne vais pas vous parler de mon expérience avant de capitaine d'équipe sportive, de chef de patrouille quand j'étais au scout, etc. Mais quand il arrive, il a soif d'apprendre, soif de découvrir, il a besoin d'être guidé. On peut même entendre parler de grands frères, de grandes sœurs, d'exemples quand on voit les relations entre mes associés femmes et des jeunes collaborateurs ou collaboratrices. C'est tous ces mots-clés qui reviennent après l'exemple, comme la relation de confiance. Et alors,
la déviance, est-ce que c'est le bon mot ou pas, mais en tout cas, le problème chez nous, comme on est très fête, je vais y revenir, et puis qu'on aime beaucoup bien s'entendre, et que ça se passe bien, qu'on n'est finalement pas trop éloigné de l'âge du collaborateur junior qui a fait quelques années d'études, c'est qu'il y a une relation plus pote, plus intime qui s'instaure, et donc c'est ce qu'on dit à nos stagiaires aussi, c'est que on leur dit, tu vas voir, c'est un petit peu, pardon, c'est familier, mais ça paraît être la fête du slip, mais ça l'est dès lors qu'en fait le boulot est fait et bien fait. Et donc on essaye de concilier, ce côté un petit peu détente, justement, qui permet d'améliorer au quotidien la qualité de vie, tout en s'assurant que en amont, le boulot est fait et la personne est, on a un droit à l'erreur, mais la personne est sérieuse et qu'elle a envie d'apprendre, de se former et de s'impliquer. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, c'est ciao, mais la plupart du temps ils le comprennent, et la contrepartie chez nous, c'est, donc je ne vais pas revenir sur ce que vous disiez parce que c'était très juste et pertinent, mais c'est effectivement l'implication, c'est se sentir utile, et donc ça peut partir j'ai deux exemples très concrets. Le premier exemple très dossier, c'est que j'avais emmené en audience correctionnelle une jeune collaboratrice, et bon, déjà elle m'a fait plein de compliments, c'est ce qu'il fallait, mais elle m'a surtout dit c'est génial, c'était génial parce que ça m'a vraiment donné, enfin j'ai vraiment envie, parce que j'avais envie d'être à ta place en train de plaider. Et je me dis bon bah voilà, là c'est cool, on a compris qu'elle avait envie d'exercer son métier. L'autre exemple, c'est une autre collaboratrice, donc là c'est plus détente, c'est impliqué dans la vie du cabinet, au-delà des valeurs, de la marque, 186, etc. C'est l'impliquer dans la vie communautaire, et ça commence par des choses extrêmement simples. Jurisprudence, comité des fêtes. Mais donner à la jeune collab qui a le sens de la fête, d'organiser le pot, l'intégration, la galette, etc. Après j'ai des exemples beaucoup plus techniques et précis sur la façon dont on y reviendra. Mais c'est quelque chose qui permet, d'améliorer la qualité de vie, de former la famille, cette fameuse communauté. Et donc, pour synthétiser très rapidement, former, c'est former, enfin chez nous en tout cas, former, c'est former à quoi? Nos jeunes collaborateurs, avant de se dire, vous parliez de spécialisation, avant de leur dire, bah tiens, tu vas être un super technicien du contentieux pénal, c'est non, tu es d'abord un auxiliaire de justice, donc tu vas te former à ton métier d'auxiliaire de justice. Qu'est-ce qu'un avocat, etc. Donc tu as fait ta fac, tu as fait ton école du barreau, tu vas avoir une formation continue, etc. Des écoles, des syndicats qui forment aussi très bien, mais on te forme à ton métier. Voilà, c'est notre premier rôle. Donc déjà, ça l'accroche. On le forme à quoi d'autre, maintenant qu'on est structuré? Au cabinet. Et au cabinet, c'est quoi? C'est, je vous parlais des valeurs de la marque, etc., de comment on travaille, tout ce que j'ai développé, les process, comment marche un dossier, comment on l'ouvre, etc. Et sur quel support? Sur tous les outils. On a parlé de Trello tout à l'heure, mais naturellement, je vais terminer par notre fameux outil Diapaz. Mine de rien, le logiciel est un monstre de technologie hyper utile pour le cabinet, mais justement, il faut s'y former. Donc c'est ça l'intégration du collaborateur, que ce soit dans le staff ou que ce soit un avocat, et qui permet la performance, et tout le monde est content et tout le monde progresse. Pardon, c'était un petit peu long, mais tu souhaitais que ensuite ce serait la transition, comme ça je vous laisse me couper sur le travail à distance. C'est que on parlait de ce logiciel Diapaz, ce qui est formidable, c'est que nous on s'équipe chez vous avec ce logiciel, avec le système d'infogérance, et on profite du matériel que vous nous proposez, surtout à Noël quand il y a des soldes, et on équipe nos collaborateurs comme ça, qui ont les meilleures conditions pour travailler, VPN, etc. Et donc, pour mieux les impliquer dans le dossier, on leur dit, le matin, t'as pas envie de venir, c'est pas la grasse mat, mais si tu te sens plus confort pour bosser ton dossier, tu peux t'installer à distance pour bosser ton dossier. Et d'avoir des outils qui permettent d'apporter de la souplesse dès lors que la relation de confiance est nouée. Voilà, j'espère que j'ai répondu J'espère. Ah oui, peut-être qu'il a vu que j'allais chanter une chanson, et donc... c'est ma tentation à chaque table ronde. Enfin, c'est ça qui, dès lors que la relation de confiance est nouée, cette souplesse avec les outils est formidable. Voilà, j'espère que j'étais pas trop. Pardon. Bénédicte, peut-être. Oui, merci beaucoup, Geoffroy. C'est très instructif les exemples que tu donnes. Je voulais peut-être rebondir effectivement sur la formation.
Et je dirais que la formation, là aussi, elle a les deux aspects, qui peuvent être une formation à distance, et la formation présentielle. Donc en plus, ça peut être un outil, voilà, où on peut, dans le cadre d'un travail à distance, permettre aussi la formation à distance, et puis avoir des retours ensuite en équipe et bien penser le présentiel. Et pour peut-être faire rejoindre les deux idées que vous avez exprimées tout à l'heure, à la fois de ce souhait de feedback, et puis effectivement de collaboratif, je crois que ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on peut développer sur la manière dont on peut, à plusieurs, concevoir notamment les évaluations. Notamment partager des expériences. Et je sais que souvent on me dit, mais même les succès, il faudrait les partager. Et je crois que les succès, il faut les partager, il faut aussi les célébrer parce qu'ils sont même des petits succès. Une fois de plus, ça donne beaucoup de motivation et ça fédère, ça fédère les équipes et ça leur donne de la reconnaissance et ça c'est important pour eux. Et en plus, c'est des occasions. Enfin, là, on rejoint un petit peu. Moi, quelque chose que je suis très attachée, qui est, pour l'avoir pratiqué moi-même, sont les analyses de pratiques professionnelles. Et on dit que c'est un petit peu à cheval entre l'analyse, le coaching et la formation, mais l'analyse de pratiques professionnelles, il y a quand même un processus qui est donné. Et ça, c'est vrai que ça permet, en effet, de faire s'exprimer chacun. Donc on a une forme de reconnaissance à partir du moment où on donne la parole et où la personne sent qu'elle est dans un espace de parole où elle va être écoutée. Et puis qu'on va peut-être en tirer quelque chose. C'est pas seulement écouter pour écouter, c'est qu'on va voir comment on peut peut-être construire quelque chose ensemble. Et c'est vrai que ça permet l'analyse de pratique. Je donne cet exemple-là parce que ça va se développer, je crois. Ça se développe dans certains milieux professionnels. Ça s'est d'abord développé dans le milieu de la santé. Ça s'est développé ensuite chez les enseignants. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui correspond bien à la demande et où effectivement il y a une partie un peu réflexive aussi. Et je crois que ce qui est important, c'est pas seulement de se dire, on va faire, allez, on va travailler sur le succès là pour que ça puisse se reproduire, et puis que on n'a pas encore abordé la question de quel est le lien entre le développement de la qualité de vie et l'accompagnement qu'on fait, et puis les résultats en termes de productivité et de ça. Et le fait est que toutes les études montrent que quand c'est bien fait, mais en général, ça se traduit assez rapidement dans les chiffres, même sans devoir attendre très longtemps les résultats. C'est pas comme d'autres investissements qui peuvent être plus lourds. Mais donc là, c'est très sensible très vite. Mais parce que on touche, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la motivation. Et la motivation, elle peut être il me semble qu'on peut dire, elle peut être de deux ordres. La motivation, elle peut être très individuelle et personnelle. C'est quel est notre rapport au travail, notre rapport personnel au travail. Je dis, pourquoi est-ce que nous, on a voulu être avocat? Qui est peut-être une question qu'on pourrait poser à l'entrée dans l'école, ou en tout cas à l'école, pour vraiment avoir un travail réflexif, pour faciliter les orientations. Mais en tout cas, ce rapport au travail, je pense qu'il mérite d'être, c'est un peu les bilans de compétences qu'on développe à la commission qualité de vie, etc., participent de ça, mais ça permet aussi tout au long de la vie professionnelle, d'ajuster, et on sent bien les uns les autres, on a besoin parfois d'ajuster, de se dire, tiens, là et l'analyse de pratique professionnelle permet aussi ça, donc c'est la motivation, je dirais, individuelle, personnelle, du rapport au travail, et puis ensuite quelque chose de plus collectif, et c'est le sens, ça je pense que c'est absolument fondamental, et de travailler collectivement sur le sens. Alors ça, je pense que on multiplie les chances. C'est la base, c'est fondamental. C'est fondamental parce que quand les collaborateurs savent pas où ils vont, ils ne savent pas comment y aller déjà. Donc ça c'est extrêmement important. Et je voulais rebondir sur le rapport au travail. On sait très bien que le rapport au travail n'est pas le même pour tous. Ça, je pense, dépend aussi des générations, mais également des individus. Et je pense qu'un bon manager, c'est s'adapter et gérer le rapport au travail de chacun. On n'a pas le même. Certains sont excessivement motivés, dévoués, veulent se développer, veulent aller très vite, veulent se former. D'autres vont privilégier plus un plus gros équilibre vie privée, vie professionnelle, et donc vont avancer plus tranquillement. Et je pense que la qualité essentielle d'un manager, que ce soit en entreprise ou en cabinet, c'est de savoir
finalement faire évoluer tous ces collaborateurs à leur rythme, pour peu que ce rythme convienne au manager et que la performance évidemment soit là. Mais même dans les entreprises, on a ce qu'on appelle des high potential, on a des personnes qui évoluent beaucoup plus doucement, pour autant qui évoluent et qui font un bon job. Donc il faut savoir les former, les développer à leur niveau et savoir tenir compte de leur rapport au travail pour pouvoir les garder et les développer dans la mesure de leurs souhaits ou compétences. Et on a l'impression qu'on le fait, vous savez, dans ces espaces, ce que j'appelle les espaces interstitiels, qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire, c'est pas seulement la salle de gymnastique ou la caricature de la qualité de vie au travail. Hein. C'est bien, on a mis un baby-foot là. Bon, c'est tous ces espaces, en fait, qui sont pas des espaces dédiés et qui, dans la transformation et la réflexion sur l'évolution des espaces de travail, est très important. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je lis de plus en plus en ce moment. Qu'au lieu d'avoir des grands open space, au lieu d'avoir des petites salles, etc., que finalement, il y a un certain nombre d'espaces qui sont des espaces, en fait, entre deux où on se croise. Voilà. Des espaces de vie. Des espaces de vie. Ouais. Et ces espaces de vie, alors nous, on en a, chez Avocat, vous vouliez que je cite, et on l'a beaucoup développé, même les locaux dans lesquels on est arrivé il n'y a pas longtemps, continuent d'évoluer. Et d'ailleurs, tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Et donc, il y a la cafétéria, puis ensuite, on a mis des fauteuils, pas seulement des canapés vraiment qui permettent de se détendre en face à face, et qui permettent, il y en a qui décident de travailler en face à face sur le canapé, il y en a d'autres qui, voilà, et puis surtout, tout le monde circule. Il y a une espèce de circulation. Ils sont pas statiques. Et du coup, ça crée aussi des connexions entre les personnes, puisque vous parliez de travailler en silo. Ça, c'est le drame. Le travail en silo, c'est le drame des entreprises. Favoriser la collaboration, favoriser le partage d'expériences et du coup, les lieux doivent être aussi faits pour permettre cette collaboration. Ça, c'est fondamental aussi, puisque de cette collaboration va naître une performance qui n'a rien à voir avec un travail en silo, qui est une perte de temps et une façon de fonctionner qui n'est vraiment pas performante. Et c'est vrai que ce soit souvent dans l'incidence du numérique, par exemple, sur la capacité de concentration, et les modes de vie et la capacité de concentration. Ce qui a souvent été combattu comme idée reçue, c'était de dire, mais le travail à distance, la personne qui est chez elle, de toute façon, donc elle est tout le temps connectée. Et c'est vrai que c'est pas, voilà, ça se gère, hein, mais il faut faire attention. Mais surtout, ce qu'on constate positivement, c'est qu'il y a une capacité de concentration qui est beaucoup plus forte. Et donc, en termes de rentabilité pour l'entreprise, ça peut être tout à fait performant. Mais à côté de ça, c'est des moments d'hyperconcentration. Et donc, ces moments d'hyperconcentration, on a besoin de les faire alterner avec des moments, effectivement, qui sont différents. Et donc, c'est pour ça aussi que de sortir de son bureau ou d'un espace, même si c'est en semi-open space, où on est concentré sur un travail, et de pouvoir avoir la possibilité de retrouver d'autres, ou parce que c'est organisé, parce qu'il y a une conférence téléphonique, parce qu'il y a mais qu'il y a des moments de changement de rythme en fait. Et je pense que de la même manière que vous passez de parler d'une génération de zappers, je pense que c'est une génération aussi qui aime bien, mais en fait comme tout le monde. On aime bien un peu les changements de rythme. On n'aime pas trop bouger trop, mais on aime bien des changements de rythme. À ce sujet-là, Geoffroy, toi, le travail à distance, c'est plutôt inscrit dans l'organisation du cabinet. Je crois que en termes de lieu de travail, il y a plein de projets aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça tombe très très bien. Et ce que tu disais, Bénédicte, ça tombe très très bien. Et puis la culture, la configuration, surtout dans les nouveaux locaux et la culture Avocap nous a pas mal inspiré. Ça se trouve, c'est parce que je rapproche tout le micro, c'est ça, non? Pourtant c'est intéressant ce que je veux dire, nous a beaucoup inspiré, de même qu'un client, on conseille en fait on conseille une société qui développe des espaces de coworking, mais dont le slogan est pas besoin d'aller en Californie pour avoir des bureaux cool, et le slogan sur la manière de travailler, parce qu'ils sont très pro économie collaborative, c'est # travailler autrement.
Ils développent des centres de cowork un petit peu partout dans la région et ils ont pour ambition d'en avoir 80 d'ici 2023. Donc nous, on est ravis de les guider, d'être partenaires de tout ça et surtout de voir la manière dont c'est configuré. Ceci d'autant plus que en complément de l'espace de cowork, du confort, de la salle de réunion corporate ou thématique, ou celle où on peut s'inspirer avec une balançoire et des feuilles de bananier, ils vendent tout un tas de services justement pour proposer des partenariats, encore une fois des choses sur l'économie collaborative, ou même de vendre aux entreprises la manière dont ils configurent leur propre bureau. Et donc, j'y pense fortement. En tout cas, c'est le grand débat avec nos associés parce que bon, on a un plateau voilà très simple, hein, 160 mètres carrés. À Nantes, on va partir sur un peu le double. Mais la logique 186, oui, c'est la minute témoignage. La logique 186, c'est de ne plus raisonner en termes, ouais, c'est mon bureau, ouais, donc alors les locaux de Nantes, le loyer est rétribué et les charges sont. C'est non. On veut rentrer dans une logique. Hashtag 186 services, de gestion de l'espace de travail. Alors j'ai un associé qui dit, bon, bah, si tu veux dépersonnaliser les bureaux, ok, je dis, non, tu auras toujours ton bureau à toi, on ne dépersonnalise pas, en revanche, on rend disponible l'espace de travail exactement comme vous l'avez décrit, en fonction des dossiers, des projets, combien de collaborateurs, en équipe, qui il faut à proximité d'eux. Moi, mon bureau n'est plus un bureau, par exemple, le cabinet. Mon bureau est parce que j'ai pris le plus grand, est une salle de réunion. Une salle de réunion où finalement on a des collaborateurs, on a recruté des collaborateurs à mi-temps et qui travaillent aussi à distance, etc. et qui sont équipés. On a notre associé nantais qui passe pratiquement la moitié de sa semaine à Paris. Et donc j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, encore une fois, merci Diapaz, je t'ai calé 3 stations où ils arrivent, ils n'ont plus qu'à se plugger, enfin à se brancher, et puis ils bossent. Et donc l'idée, c'est de pouvoir tout en respectant ceux qui veulent garder leur espace, leur petit coin, mais se dire qu'on doit être capable de bouger, de changer de configuration de travail. Et donc, j'en terminerai pour revenir sur mon client chéri qui a cet espace de travail, c'est que avec notre société de services, on veut étendre nos bureaux en ouvrant dès lors que les conditions d'exercice de la profession sont respectées ou ne sont plus le sujet, d'étendre justement pour la gestion d'autres projets, on va dire extra-dossiers, y compris concernant les collaborateurs avocats, d'étendre notre espace de travail à ces centres de coworking où il peut prendre son ordi. De toute façon, il est connecté, merci Diapaz, sur Skype Entreprise, avec son portable, avec son smartphone ou son portable. Et donc, il est joignable et se dire, bon, bah voilà, là, je serai à côté, je serai à l'espace de coworking, je suis chez moi, je travaille, je reviens ici, il y a le dossier. Et on module tout ça. Donc, tout ceci est un grand idéal. On commence à le faire, je montre l'exemple. Mais c'est là-dessus qu'on voudrait tendre, si ça répond à ta question. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir de la flexibilité et je pense que c'est la même chose dans les entreprises et le témoignage chez Hugo Boss sera très intéressant oui, aussi. Je peux en rajouter quelque chose. Moi, je suis DRH pour l'Europe du Sud, donc j'ai travaillé avec différentes filiales en Europe du Sud. Quand on a des dossiers ou des projets à partager, il me faut aussi un espace où l'on puisse travailler sur le même sujet, avoir les mêmes documents, corriger les mêmes documents en même temps, en fonction et que tous les participants puissent intervenir au même moment en live. Donc le partage de documents ou autre témoignage, je travaille évidemment avec des avocats en droit social. Donc c'est mon quotidien, c'est vraiment mon quotidien. Et quand on fait de la recherche de jurisprudence ou de documents, j'ai besoin qu'elle puisse me faire parvenir tous ces documents très vite et des documents très lourds que je puisse lire rapidement. Et ça passe par le cloud, ça passe évidemment par des outils qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc ça, c'est hyper important. Là, on est dans le travail à distance, là. En fait, on va garder le plan et espèce d'idée. Bon, d'accord. Parce qu'en fait, c'est des sujets très liés, on passe de l'un à l'autre, etc. Moi, je voulais revenir aussi sur peut-être le danger en termes managériels de ne pas se situer au même endroit, parce que oui, c'est quand même un avantage, on l'a cité largement, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques? Est-ce qu'il ne faut pas quand même encore cadrer un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Très intéressant,
parce que il faut avouer très modestement que de notre côté, je vous parle d'un idéal 186, Paris, Nantes, nos frontières, espace de travail. Mais je dois vous confier une anecdote. Quand on a créé le bureau de Nantes, c'est parce que c'est tout simplement une copine qui a quitté un gros cabinet d'affaires et qui déménageait avec son compagnon à Nantes. Elle était enceinte. Donc du coup, l'opportunité, c'était de lui dire, bah attends, tu vas travailler à distance avec nous. Tu vas comme ça, si ça se passe bien, on prend ton congé mat, tu reviens et on crée les bureaux à Nantes. Et on prend des bureaux. Enfin bref, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a fait. L'ouverture du bureau de Nantes et le recrutement définitif de cette personne, dont je suis proche, était en même temps que le recrutement de nouveaux associés qui s'intégraient en qualité d'associés au cabinet. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que l'intégration, enfin, ça s'est pas si bien fait que ça, parce qu'on m'a souvent opposé le problème de distance. Exactement ça. Et moi, à chaque fois, je dis, on a une nouvelle collaboratrice à Nantes, et encore une fois, pas de frontières, etc., où je voudrais recruter quelqu'un de spécialisé dans telle matière, mais qui soit Paris-Nantes, je m'en contrefiche. En l'occurrence, c'est du droit de société, du corporate. Et à chaque fois, on m'oppose, tout le monde n'est pas ouvert justement à ce problème de distance. Je pense que, alors, en progressant avec un peu plus de pédagogie, avec des process et des habitudes, on peut pallier, mais l'élément essentiel qui est extrêmement simple, c'est se connaître et provoquer et créer l'opportunité de se rencontrer et de rester toujours en contact. Voilà, c'est ça la solution et c'est ça le retour. On a commencé par le retour d'expérience. Oui, la rencontre la vie en communauté, elle est quand même essentielle. Donc, on peut travailler à distance, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il est quand même important de regrouper ces équipes régulièrement parce qu'on perd le fil. On perd le fil, on perd le sentiment aussi d'appartenance, on perd le lien, on vit pas les mêmes choses au quotidien. Donc, voilà, le pendant est quand même de regrouper des équipes. Nous, on a des équipes aussi qui sont sur le terrain. Il y en a même un qui a déménagé dans le sud de la France puisqu'il gère un secteur sud-est. Et je disais à son manager, je ne sais même plus la tête qu'il a. Il faut qu'il revienne au bureau, il faut que tu fasses des réunions d'équipe, pas uniquement par Skype, mais il faut qu'il revienne parce que il n'est plus Hugo Boss. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Donc ça, effectivement, c'est important de pouvoir gérer ça. Autre point, il faut quand même l'encadrer, le travail à distance. Le télétravail, ça se cadre, puisqu'il y a quand même une question de responsabilité. Qui est éligible? Est-ce que tous les jeunes collaborateurs chez vous peuvent être éligibles? Est-ce que on a une durée, une périodicité? Est-ce qu'on a un nombre d'heures que l'on souhaite faire effectuer à des collaborateurs, mais pas à 100%? Est-ce que quel est le matériel qui va être utilisé? Est-ce que c'est le cabinet qui le fournit? Est-ce qu'on peut s'assurer aussi des modalités selon lesquelles il va travailler, de la conformité de ces installations électriques, parce que c'est important. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Est-ce que c'est un accident du travail? Alors, je ne sais pas si le cabinet fonctionne exactement comme une entreprise, mais enfin, quand on est en télétravail, un accident qui a lieu au moment du télétravail, c'est un accident du travail qui est géré d'une façon très particulière. Donc, il est assez simple de mettre en place une sorte de charte qui permet de vraiment d'encadrer ce télétravail avec quelques éléments clés et qui permettent d'être clairs. Cette charte, aujourd'hui, le télétravail est devenu très facile puisque les ordonnances de fin 2017 ont permis de finalement organiser le télétravail tout simplement par n'importe quel moyen formalisant, que ce soit un mail ou un petit écrit, formalisant entre le manager et le salarié ou le collaborateur le télétravail. En tout cas, avant, dans les entreprises, il fallait mettre en place un accord, il fallait un avenant au contrat ou une clause dans le contrat de travail. Aujourd'hui, n'importe quel écrit suffit. Donc, il faut l'encadrer. Peut-être juste un petit mot, 2 points. Je dirais que c'est dans la relation, parce qu'on a beaucoup parlé là de la relation du travail à distance et la manière dont on peut le gérer de la manière la plus optimale avec le collaborateur.
ou avec l'associé d'ailleurs, hein, qui est collaborateur, parce qu'on parlait de relations horizontales. Donc, je pense aussi que ça, c'est une grande évolution. Donc, dans un rapport plus horizontal, avec le collaborateur, je pense que les exemples que vous donnez sont très bons, et je dirais que la charte dont vous avez parlé, qui me paraît aussi intéressante, ce qui est, à mon avis, très, très profitable, c'est qu'elle puisse être travaillée et conçue de manière collaborative. Et ça, je pense qu'à ce moment-là, on implique d'autant plus les collaborateurs quand, effectivement, ils peuvent contribuer eux-mêmes à la rédaction de la charte. Et ça donne plus de sens et il y a une implication, donc ce sera mieux respecté. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la manière dont on gère, et ça doit aussi être organisé, et de manière aussi collaborative, la relation avec le client. Moi, je l'ai vécu pendant des périodes où j'étais parfois un mois pas sur place, mais pouvant revenir, parce que quand même les distances se raccourcissent. Donc ça fait partie aussi des évolutions qui sont plutôt agréables. Donc voilà, donc ça se calcule aussi. Et je pense qu'en effet, là aussi, il y a un travail très collaboratif avec le client, et comme avec le collaborateur, je crois qu'il y a des temps où il faut pouvoir se parler, où il faut pouvoir échanger, où il faut pouvoir avoir un feedback. Il ne faut pas avoir peur du feedback. Je pense que ça aussi, hein, souvent on n'a pas encore une culture chez nous, avocats. Toutes les structures n'ont pas nécessairement cette culture d'avoir l'envie d'avoir le retour du client sans appréhension. Et il ne faut aucune appréhension parce que ça peut être que constructif. Et on s'en rend compte chaque fois qu'on le fait d'ailleurs. Je crois qu'il y a une petite question. Oui, j'ai une question. C'est très intéressant d'avoir attaqué sur les générations. Génération X, génération Y. Si vous regardez le... Et Z. Pardon ? Et Z. Et Z, oui. Moi, je voudrais vous parler des générations, des NDU. Les NDU, c'est... NDU, c'est les Native Digital Users. Okay. C'est donc l'ensemble des Z et des Y, qu'on appelle également les milléniums, je crois. Et on retrouve cette définition dans le rapport du CNB de décembre 2017, qui est très important puisque ça concernait justement la vision prospective des cabinets d'avocats. Donc, la liaison qu'il pouvait y avoir avec le numérique et donc l'évolution de la profession. Alors, vous parlez beaucoup des collaborateurs et des jeunes. Mais est-ce que vous avez pensé aux seniors? Bien sûr. Parce que le problème des seniors, c'est-à-dire, je dirais même les quadras, les quinquas et plus, il y a ce gap de génération par rapport au numérique. Pourquoi? Parce que les jeunes qui arrivent dans les cabinets, ils savent très bien manipuler les logiciels, ils savent très bien utiliser leur clavier, alors que les plus anciens, ils ont beaucoup plus de mal. Alors, et bien sûr, il y a toujours dans les cabinets, dans les grosses structures, il y a toujours 2, 3, 4 papis numériques qui s'y mettent et ils sont aussi bons que les autres. Mais d'une manière générale, ils sont très imperméables. Les seniors sont très imperméables à la vision numérique. Et il faut comprendre aussi, et c'est un problème de qualité de la vie de l'avocat, c'est qu'il faut comprendre que ce problème de gap générationnel n'existe que en fonction de la révolution numérique. Pendant 100 ans, il y a toujours eu des jeunes et des plus anciens avocats qui vivaient ensemble, et c'était toujours les anciens qui apprenaient aux jeunes. Là maintenant, la révolution numérique est en train de transformer le système, et c'est plutôt les jeunes qui vont être amenés à apprendre aux anciens en fonction du numérique. Donc, ils vont pouvoir plus facilement utiliser les instruments du numérique d'aujourd'hui, Diapas ou autres d'ailleurs, mais ils vont être amenés à eux-mêmes être les formateurs des anciens. Ce qui pose d'autres problèmes, parce que les clients, ce sont également des NDU. Ils ont changé, donc les seniors les plus anciens n'arrivent plus à communiquer. Dans une grosse structure d'avocats, c'est très facile à comprendre ce qui se passe. Vous avez ceux qui sont dans leur bureau et qui dictent encore à une secrétaire. Alors là, c'est les très anciens, c'est les Mathusalem. Vous avez ensuite ceux qui téléphonent, c'est déjà des anciens, on est dans les quadras quinquas. Et puis vous avez ceux qui sont sur leur clavier, ils sont un peu plus jeunes, et puis les tout jeunes, c'est ceux qui utilisent leur smartphone, leur mobile, et qui vont utiliser des systèmes de SMS.
Donc, le problème qui peut se poser sur la qualité de vie dans un cabinet d'avocats, c'est également comment consolider, comment harmoniser ces générations et comment faire pour que justement les seniors puissent aller au niveau des juniors. Donc c'est la question que je pose, quels sont les systèmes qui permettront ou qui permettraient de pouvoir donc harmoniser l'évolution donc des personnes dans le sens de la qualité de vie par rapport à la fracture du numérique. Alors, lorsque vous dites, ce qui est intéressant, c'est qu'entre ces jeunes générations et les autres, finalement, il y a des apprenants partout. Les générations anciennes vont apprendre des nouvelles générations une façon de travailler différente, mais ils resteront toujours, les jeunes resteront toujours des apprenants puisqu'ils démarrent leur carrière. Donc, il y aura quand même un échange qui est intéressant. Moi, je pense que les générations seniors, je vais le dire, dont je fais un peu partie maintenant, on est obligé de se mettre et d'apprendre et d'être formé sur ces outils parce que ces outils vont se développer de plus en plus. Et si nous, managers, on n'est pas capable de suivre nos équipes, c'est très dangereux. Donc on doit être formé, on doit avoir des formations et pas uniquement informelles via nos jeunes générations. On doit être formé à ces nouveaux outils. Alors, on ne peut pas, là je parle d'être formé professionnellement. On sait que ces jeunes utilisent Snapchat, ils sont en permanence en connexion entre eux, ça c'est la vie privée. Mais du point de vue professionnel, si nous ne sommes pas formés à ces nouveaux outils, je pense qu'on nous perdra. Je rebondis sur ce que vous dites puisque j'ai travaillé avec un cabinet que je ne vais pas citer, qui était en fait lié à ma société par ma prédécessrice. Et je travaillais en particulier avec une avocate. Cette avocate a décidé de partir et a créé un spin-off avec d'autres collaborateurs. Et en fait, je n'ai pas souhaité continuer ma relation avec le cabinet, qui est un très gros cabinet, parce que justement, leur fonctionnement ne me convenait pas. Je n'avais aucun échange autre que par téléphone ou par mail, avec des mails de 15 pages. Je n'avais pas de compréhension de la façon dont ils me facturaient. Je n'avais pas cette relation client privilégiée qui était importante pour moi. Et finalement, j'ai suivi cette collaboratrice qui est partie et qui, elle, donc dans son cabinet, travaille avec des outils hyper efficaces et qui, alors qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, mais pour autant, moi j'apprends à utiliser ces outils, donc ça c'est très important. Je travaille avec cette personne parce que elle m'envoie des documents synthétiques sur un cloud, je le disais tout à l'heure, et qui sont super faciles pour moi et rapides à lire, à comprendre. Et donc, j'ai besoin, moi, d'avoir aussi ces outils en tant que client pour pouvoir aller plus vite, voir plus vite les éléments dont j'ai besoin et être plus efficace et plus performante. Donc, nous, les générations anciennes, puisque une fois de plus, je me mets dedans, il faut impérativement que l'on soit formé sur ces outils. Oui, on a besoin d'être formé et même le langage. Oui. C'est-à-dire que le langage des NDU, donc des générations Z, etc., n'est pas le même que celui des plus anciens. Donc il y a un travail important. Oui. Il faut que les générations anciennes bossent également le langage. Oui. Et alors la chance d'avoir parfois des enfants ados nous met un peu sur la voie. Oui, mais il faut dire aussi que les clients ont ce langage également, puisqu'ils rajeunissent, et également les magistrats. La rédaction des décisions de justice est très différente aujourd'hui de celle. C'est quelque chose que je ne vois pas, en effet. Ouais. On voit même le dictionnaire qui se transforme. Ah oui. Oui. Mais les recherches également, parce que tout le monde, tous les NDU, toutes les générations Z et Y utilisent les recherches uniquement sur Google, alors que les anciens, eux, c'est le recueil. On vous parlait
JCP 1982.214, il fallait comprendre ce que c'est. Maintenant, c'est terminé. Donc, la façon de rechercher est également différente. Je suis d'accord. Et effectivement, c'est vrai que l'efficacité est discutable aussi parce que les mots-clés, c'est pas forcément le tournage de page. Oui, je rebondis juste une seconde sur ce que vous dites. Je disais à mon équipe, pas plus tard que la semaine dernière, il faut absolument qu'on recommande le LAMI social parce que on en a besoin. Il faut qu'on puisse faire nos recherches. Elles m'ont regardé avec un air, mais tu sors d'où? On a Internet, à quoi ça sert? L'ami social, il ne sert plus à rien. On clique et on va le trouver sur Internet. Et je pense qu'elles n'ont pas tort. On a toujours cette notion du code, du papier, qui pour nous, ancienne génération, et c'est celle avec laquelle on a été élevé, où on a fait nos études. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fonctionne. Vous avez une question peut-être? Alors moi, j'ai une question qui s'adresse plus particulièrement à Geoffroy. Tu nous parlais tout à l'heure d'une structure que tu avais mis en place dans le cadre d'une activité commerciale accessoire et qui gérait toutes les dimensions office du cabinet. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous dans le quotidien, dans votre méthodologie de travail, et qu'est-ce que ça vous apporte? Merci pour cette question. Je vais pouvoir raconter un peu l'histoire de 186 services. Donc pour rappel, on a profité de l'autorisation de créer des structures avec de la commercialité sur des activités connexes, où on est parti tout simplement du raisonnement suivant. L'objet social, c'était comme la traditionnelle société civile de moyens, c'est-à-dire tout ce qui est office, et quand on lie plusieurs cabinets, pouvoir le structurer dans cette société et pouvoir le développer aux besoins de l'entreprise, et le cabinet d'avocats est une entreprise actuelle, c'est-à-dire en termes de communication, d'innovation et de nouveaux projets qui peuvent dynamiser la marque. Je vais y revenir. En vérité, j'ai créé, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai créé 186 services. La première, c'était que, et ça concerne parfaitement notre problématique, hein. La première, c'est que je me disais, je suis avocat entrepreneur, j'ai créé ma structure, et donc il se trouve que le bilan, c'est plus de 50% de mon temps est consacré à de l'entrepreneuriat, de la gestion de cabinet en tant qu'entreprise, des questions administratives, etc. Et je me dis, je vais le faire dans le cadre de mon cabinet, mais en fait, ce sera un savoir-faire qui me sera propre, alors que j'aimerais bien plutôt le capitaliser et le structurer. L'autre raison, c'est que quand vous vous associez dans une structure traditionnelle, vous avez des associés qui sont d'excellents juristes, de super pros, de bons avocats, de bons auxiliaires de justice, mais vous êtes obligés, parce que ce sont des associés, de partager tous les projets de gestion et de dynamisation du cabinet, qui n'ont rien à voir avec les dossiers en tant que tels. Et donc cet aspect communautaire fait qu'il y en a un qui va s'occuper de la compta, un de la com, dont le site internet, un de la gestion des collabs, etc. Et vous en aurez un qui fera super bien son boulot, qui sera une machine de guerre, et bon avocat par ailleurs, et un autre qui sera excellent avocat, mais qui n'aura absolument pas fait son boulot en tant que gérant de l'entreprise. Et je me suis dit, ça suffit, je crée une société, et ceux qui veulent y investir ou s'y investir sont les bienvenus. Et donc du coup, on a la capitalisation de cette société, on s'en contrefiche, mais la question c'est surtout de dire, voilà, tu es avocat, tu es associé 186, tu as ton équipe, on partage le business, on s'aime, on partage les mêmes valeurs, on travaille sur le même logiciel, les mêmes processus, etc., etc. Et à côté de ça, l'aspect purement société, office, etc. Est-ce que tu as un projet dedans, ou est-ce que tu veux t'affairer à quelque chose? Et on a un associé qui s'est plongé complètement dans les aspects financiers. Moi je développe. Une autre qui s'occupe vraiment de la communication. Et petit à petit, y compris les collaborateurs, trouvent leur identité et un projet à mener dans cette, on va dire, dans cette structure, qui finalement se valorise petit à petit. L'objectif étant que si ça marche chez nous, c'est-à-dire que chacun des associés ou chacune des structures associées à 186 est nécessairement
clientes de 186 services, où sont employés le staff, où sont payés, où on a les fournitures en logiciel, où on s'approvisionne, etc. Mais c'est là où on développe, alors ce sera peut-être une prochaine question, sauf si on est sur la fin, mais c'est là où on développe, au-delà même du secrétariat pur, de la gestion des achats et de la gestion de l'espace, etc., de l'espace de travail. C'est là où on développe la marque 186 Sport avec tous les projets sportifs, où on associe les collaborateurs dans du soutien bénévole, du soutien à des dirigeants bénévoles de clubs. On sponsorise des étudiants en droit sportif de haut niveau, tutorat avec maintien du niveau tennistique et maintien du niveau académique. On est en partenariat avec d'autres fédérations. On développe aussi des projets, alors c'est très à la mode, mais sur l'environnement. On a créé 186 Care, où avec un de nos clients qui fait du reboisement, eh bien, on va faire une campagne de promotion à la rentrée sur on ouvre un dossier, on plante un arbre, et non pas l'inverse. Si on ouvre un arbre et qu'on plante un dossier, c'est pas très parlant pour le cabinet. On a 186 clubs à destination de nos clients, etc. Alors, je ne sais pas si ça répond précisément à ta question, mais en tout cas, à côté du métier, à côté du métier d'avocat ou en tout cas de collaborateur de cabinet d'avocat ou d'associé justement de cabinet d'avocat, on peut trouver autre chose et un projet dans lequel s'investir. En tout cas, c'est une des clés de l'association chez 186. Voilà, qu'on soit collaborateur, associé ou staff. Ok, merci Geoffroy. Je vais vous demander de conclure un petit peu rapidement parce que je crois qu'on doit libérer la salle. Moi, j'ai conclu. Geoffroy, c'est bon. Moi, j'ai l'impression d'avoir conclu tout au long de cet échange. Je pense qu'il est important, finalement, dans un cabinet ou dans une entreprise, effectivement, de faire collaborer ensemble toutes les générations, mais d'avoir conscience que ces nouvelles générations sont en quête d'un sens différent et d'une façon de fonctionner. Et quand, Geoffroy, tu parles de 186, j'ai l'impression de parler de mon introduction, être connecté à ce qui se passe dans le monde, planter un arbre et pas un dossier quand on ouvre un dossier, être en quête, soutenir des associations sportives. Enfin, voilà, je pense que nos équipes jeunes sont beaucoup plus connectées aujourd'hui. Elles ont besoin de liberté, mais aussi de ce sentiment d'appartenance. Ils ont besoin d'expérience, d'une expérience heureuse. Et c'est peut-être pas plus mal aujourd'hui quand je compare à ma génération qui a beaucoup donné, beaucoup travaillé, ou les générations encore plus anciennes qui se dévouaient corps et âme à une entreprise ou un cabinet dans leur carrière. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de flexibilité, plus d'ouverture, et l'essentiel est de pouvoir bien manager, bien développer et bien capitaliser sur toutes ces énergies pour, une fois de plus, il ne faut pas oublier qu'il faut aboutir à de la performance. Et pour terminer sur aussi l'objet de notre intervention, les outils connectés sont évidemment, que ce soit pour le travail des collaborateurs, mais aussi, je me place en tant que cliente de cabinet d'avocats, sont fondamentaux. Alors, donc un dernier mot de fin. J'aurais envie de dire, rappeler une date, la création de l'Agence pour la qualité de vie au travail, qui est de 1973. On a l'impression que c'est un sujet nouveau. Donc en fait, je pense que ce qui est important, en effet, c'est la prise de conscience. Et je pense en effet que probablement les nouvelles générations nous forcent à le faire. Les grandes entreprises structurées montrent l'exemple aux entreprises d'avocats. Et c'est d'autant plus important d'écouter les exemples que les clients nous le demandent. Alors j'aurais envie de replacer la question de la qualité de vie au travail dans un environnement un tout petit peu plus large, qui est celui de la responsabilité sociale des entreprises bien sûr, et dont la qualité de vie au travail est une des facettes qui se développe, et qui se développe parce qu'il y a une quête de sens, et qu'un besoin, et c'est là peut-être le dernier mot, c'est le lien entre le numérique et la place de l'humain. Donc je pense qu'il y a un besoin d'avoir vraiment cette dimension relationnelle humaine vraiment au cœur des relations dans l'entreprise, avec son écosystème de plus en plus, de manière très horizontale, intégrant toutes les diversités. Et moi j'ai un bon souvenir de The Intern. C'est pas parce que j'adore Robert De Niro, mais quand même un peu. Merci beaucoup.